Salut à tous amis potagistes, nous sommes le 14 mars et nous allons voir où j'en suis dans le potager en permaculture. Alors tout d'abord, juste ici, là j'ai mis le cadavre de mon ex-femme. Elle est en train de se décomposer et après plus tard je vais l'intégrer au potager. Non, je plaisante bien sûr, c'est mon tas de fumier que tu as pu voir dans ma vidéo, comment avoir du terreau gratuit et en illimité. Là on peut voir qu'il est un peu sec, il va falloir que je mette quelques arrosoirs dessus pour pouvoir réactiver le compostage. Et aussi je vais retourner le tas de fumier pour avoir un compostage uniforme, que la décomposition se fasse de façon uniforme. Là on peut voir qu'il y a des champignons là, qui commencent à travailler dur là au compostage. Et donc du coup la vie suit son cours et puis ça continue de se décomposer. Donc au potager, pour pouvoir le préparer pour cet été, sur les zones de passage, j'ai installé des bâches. Alors voilà, ce que j'avais comme bâche, c'est pour me débarrasser de l'enherbement, parce que l'enherbement, ça m'enherbe, et donc en fait, l'herbe qu'il y a dans les allées a tendance à coloniser les bandes de culture, et du coup ça fait beaucoup plus de travail au potager pour pouvoir désherber. Donc là j'ai installé des bâches, et une fois que l'herbe sera bien décomposé. Après, j'y installerai sûrement soit du paillage, soit de la paille, soit peut-être des copeaux de bois. Je suis encore en train de voir. C'est selon ce que j'aurai à disposition. Et normalement, ça pourra faire des zones de passage et de circulation beaucoup plus propres qu'avec l'herbe qui a des avantages, mais qui a aussi pas mal d'inconvénients. Alors ici, sur la zone 6, qui va être dédiée aux curcubitacées, et bien ici, pour l'instant, il n'y en a pas, parce que ce n'est pas encore la saison. Je vais commencer les semis vers mi-mars. Comme ça m'évitera de me retrouver avec plein de plants à l'intérieur, à devoir m'occuper. Et comme ça, ils seront pile prêts pour le moment de la plantation. Même si avec les températures qu'il fait en ce moment, je pourrais limite les planter, mais ça serait contre-productif. Je ne pense pas que le taux d'ensoleillement soit suffisant pour pouvoir faire pousser les curcubitacées. Ici, j'ai mes poireaux des vignes qui continuent de pousser. Et là, j'ai un plant d'artichaut. Là, vu que je l'ai planté cette année, il est encore petit. Mais il produira, je pense, l'année prochaine. Pour l'instant, il ne produira pas cette année. C'est beaucoup trop tôt. Sur la bande numéro 5, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo sur mon potager en permaculture, ça va être dédié à tout ce qui est légumes racines, c'est-à-dire carottes, panais et betteraves. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a déjà des panais qui poussent. Alors, je ne les ai pas plantés en fait, vu que j'avais déjà planté des panais sur cette zone il y a un moment, ils sont revenus. Mais là, je vais bientôt tout enlever et puis recommencer sur une bonne base avec des nouveaux semis. Je vous avais dit que je vous expliquerai comment j'ai pensé mon potager par rapport à la trajectoire du soleil. Alors en fait, c'est simple. Ici, c'est l'est, ici, c'est le sud, et ici, c'est l'ouest. Donc, le soleil, sa trajectoire, c'est le soleil se lève à l'est, il passe par ici, par ici, par ici, par ici, et il se couche à l'ouest. Et ici, c'est le nord. Donc, on peut voir que mes bandes de culture sont perpendiculaires à la trajectoire du soleil. Donc en fait, quand le soleil se positionne ici, là, à son zénith, c'est le moment où il est le plus chaud, et c'est ici où toutes les plantes sont alignées les unes devant les autres. Et donc ça permet de créer un ombrage qui empêche le soleil d'atteindre le sol de la bande de culture, et ça permet de conserver son humidité, et ainsi ça permet de limiter les arrosages. Sans parler qu'en plus, les plantes sont éclairées de leur gauche à leur droite. Donc ça permet de maximiser, d'augmenter le temps d'éclairage des plantes, d'augmenter la superficie de soleil par rapport aux plantes. En plus, quand le soleil est à son zénith, il frappe de plein fouet les bandes de passage. Et ainsi, les bandes de passage, ça permet de limiter l'humidité et de limiter les maladies de type cryptogamique ou autres maladies qui peuvent se propager. Alors sur la bande numéro 4, j'ai terminé la structure, ça y est, la structure est prête, le sol est prêt pour accueillir les pieds de tomates, les pieds de poivron et les pieds de tomatillo. Donc là aussi, je vais sûrement aussi planter des choux. Je vais planter des choux de Bruxelles et je vais planter également des choux cales. J'avais déplacé un chou ici, mais il a été mangé par les limaces. Et là on peut voir qu'il y a des petites salades un peu disséminées partout, que j'ai planté récemment, qui vient de ma jardinière à salade de ma serre. Là on voit que ça continue de pousser tranquillement. Là j'ai mon chou perpétuel, chou d'Aubenton, qui est juste ici. Et voilà, j'attends qu'il pousse.
Alors ce que je fais pour mes zones de culture, c'est que je plante tout en mélangé. C'est-à-dire que j'évite de faire une grande plantation de pieds de tomates, une grande plantation de pieds de poivrons. En fait, je fais des petits bosquets comme ce que ferait la nature en temps normal, c'est-à-dire 3 pieds de tomates, 3 pieds de poivrons, 3 pieds de choux, etc., etc. Je plante tout en mélangé, comme ça évite la propagation des maladies de type cryptogamique, des parasites, et également, en fait, ça permet de conserver les nutriments dans le sol. C'est-à-dire que si je faisais qu'une plantation de tomates, après l'année prochaine, je serais obligé de changer de zone pour déplacer ma plantation de tomates. Donc ça permet de consommer de façon égale à peu près tous les nutriments disponibles dans la terre. Ici, sur la zone 3, qui va être ma zone expérimentale de cette année, je vais tester le non-travail du sol, comme je l'avais expliqué la dernière fois. C'est une zone où je n'ai jamais travaillé le sol, sauf au tout début quand j'ai fait une butte en permaculture en lasagne. Donc on peut voir qu'il y a encore des choses à manger, ça continue de pousser dessus. Et on va voir si cette année les récoltes seront bien meilleures sur cette zone que sur les autres zones. On va voir un peu la qualité de la terre, ce qu'il y a. Donc là on peut voir que j'ai mis une importante couche de paillage. En fait c'est du fumier de cochon d'Inde, parce que j'ai 2 cochons d'Inde. J'ai prélevé de la terre, une petite carotte. Là on peut voir qu'il y a déjà de la vie, des vers. Et là on peut voir que la terre est bien noire. On va voir jusqu'à quelle profondeur il y a de l'humus, jusqu'à quelle profondeur la terre est bien noire. Malheureusement avec le soleil c'est pas optimal pour pouvoir bien voir. Et on peut voir qu'il y a de la vie. Ah ouais, ça déborde de vie, il y a plein de vers. Je dirais que la terre est noire jusqu'à beaucoup de profondeur. Là on peut voir le bois que j'ai enfoui quand j'ai créé la butte en permaculture, la butte en lasagne. Ouais, c'est vraiment noir en profondeur quoi. Là je pense que la terre est vraiment optimale. Hein. Là on peut voir que ça commence à s'éclaircir vraiment. Je pense aller à 10 cm, 20 cm, à 15 cm. Allez, coupons la poire en deux. Là la terre commence à s'éclaircir à 15 cm et là elle commence à être argileuse compacte. On voit bien la différence. Cette bande de culture elle est fin prête pour cet été, pour la plantation des légumes d'été. Avec beaucoup de potagistes en permaculture, on commençait à se demander si la classique butte de culture était vraiment utile. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, en 2022, il y a eu une très forte sécheresse et les buttes ont tendance à s'assécher plus vite que les potagers plats, c'est-à-dire les potagers sans butte. Et du coup, on commençait à se demander si c'était vraiment avantageux de faire des buttes à chaque fois, de faire des buts en lasagne, de faire des buts en permaculture. Et c'est vraiment cet hiver et ce printemps que j'ai vu vraiment l'intérêt de faire des buts, parce qu'il y a eu tellement d'eau qui est tombée qu'en fait, là, les zones de passage, elles étaient sous l'eau. Mais par contre, les buts, elles étaient au-dessus de l'eau, elles étaient à l'abri de l'eau. Et du coup, ça a permis à ce que la vie du sol ne meure pas noyée. Et ça a permis de conserver un maximum de vie du sol. Toute la vie du sol qui était sur les zones de passage ici, s'est réfugiée dans la butte de culture. Donc on peut voir que vraiment les buttes de culture ont vraiment un avantage quand il y a beaucoup de pluie, quoi. Donc là, ici, il y a mes blettes. Là, blettes ici, qu'il faut que je mange. Là, ça va être la dernière année et après, je vais tout manger et tout enlever parce que cette année, elles vont monter en fleurs. Sachant que tu les plantes une année, tu en récoltes après au printemps de l'autre année et c'est seulement après qu'elles commencent à faire ses fleurs. Donc là, je vais pouvoir tout manger bientôt pour pouvoir replanter des nouvelles blettes. Ici, là, j'ai des aillés là qui vont créer des petits plants d'ail. Donc je vais les laisser pour qu'ils arrivent à maturité jusqu'à qu'il y ait de l'ail en dessous. De temps en temps, il faut couper le sommet des feuilles pour pouvoir renforcer l'ail qui sera dessous, à la base du pied. Et en coupant les feuilles, on peut les manger. On peut faire du délicieux pesto avec, on peut les manger dans son omelette, on peut les manger dans ses pâtes. Franchement, c'est délicieux, je vous recommande. Du coup, ça fait vraiment une culture qui dure dans le temps. C'est-à-dire que l'hiver, on coupe en haut pour pouvoir manger les sommets des feuilles. Et l'été, quand c'est la saison, on ramasse l'ail, le bulbe de l'ail qui est sous terre. Comme sur mes autres bandes de culture, j'y ai planté des salades, de ma jardinière à salade. D'ailleurs, il y en a une là qui a pris un coup. Soit elle a été mangée par les limaces, soit elle s'est fait dessécher par le soleil. Et donc ici, voilà, il y a des salades un peu partout en fait, de la jardinière à salade. Là, sur toutes mes bandes de culture, il y a encore les choux de mon potager d'hiver qui n'ont pas encore paumé.
Ils se font un peu attaquer par les limaces qui sont de retour. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'attends qu'ils pomment et puis après, je vais les manger. J'en ai déjà offert à des amis, des choux du potager. Là, c'est ça l'avantage de faire un potager d'hiver, c'est de pouvoir continuer à récolter au printemps et au début de l'été. Ici, là, j'ai mon chou perpétuel d'Aubenton. J'en ai un sur chaque bande presque, ici. Et un là, et un là. Normalement, ces choux vont me permettre de moins planter de choux cette année. Vu que c'est perpétuel, ça va repousser chaque année et comme ça m'évitera de refaire beaucoup de semis de choux. Ici, j'ai une haie nourricière en permaculture. Alors, je ferai une vidéo pour expliquer comment ça fonctionne. Mais grosso modo, à peu près toutes les plantes qu'il y a dans cette haie produisent à manger. Ça, c'est des groseilles. Là, ça, c'est de goyavier du Brésil, feijoa. Là, ici, c'est une autre variété de groseilles. Là, ici, c'est un framboisier. Juste ici. Toujours là, en fait, tout le long, là, il y a des feijoa, goyavier du Brésil, qui vont créer de l'ombre et en plus, avec leur feuillage persistant, vont garder leurs feuilles en hiver. Et là, il va y avoir les groseilliers qui vont débourrer et qui vont sortir leurs feuilles. Et au pied, je ne sais pas si on voit, en couvre-sol, pour éviter que la zone se dessèche trop, il y a des fraisiers. Il y a des fraisiers partout. Là, il y en a un aussi. En fait, les fraisiers vont couvrir le sol, vont se répandre partout. Et donc, du coup, je pourrais récolter des fraises, puis récolter des groseilles, puis, vers la fin de l'année, récolter les goyaves. Gros avantage de faire une haie nourricière en permaculture, et bien en fait, ça permet de créer une zone humide, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène quand il fait très chaud, ça s'appelle l'effet sèche-cheveux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vent et beaucoup de chaleur qui dessèche les sols et qui abîme vraiment les plantes, et ça permet ainsi de limiter ce courant de vent qui est néfaste, et ça permet de générer un peu une zone avec un microclimat humide, et comme ça permet d'améliorer les cultures, quoi. Là, juste ici, il y a les poires de terre qui vont bientôt sortir. Donc, poires de terre Yacon. Pour l'instant, elles sont encore là-dessous. Là, sur cette structure, il y a toujours ma vigne qui n'a pas encore débourré, qui pousse là. Et là, il y a rosier grimpant. Sur la bande numéro 2, je suis toujours en train de manger un peu tout ce qui s'y trouve. Là, il y a ce chou qui est en train de paumer. Là, juste à côté, il y a de la blette qu'il va falloir que je mange. Là, tous ces aillés-là, je vais tous les manger. Et je vais après planter des oignons. Là, ici, voilà, chou, il n'a pas encore paumé, donc je vais attendre le dernier moment pour le manger. Lui, il n'a pas encore paumé non plus. Là, ça, c'est de la blette, je vais pouvoir bientôt en manger. Là, j'ai mon chou perpétuel qui va rester ici. Donc là, en fait, toute cette zone-là, grosso modo, je ne vais pas y toucher. C'est surtout toute cette zone-là où, en fait, je vais retourner la terre sous 15 cm en y rajoutant mon fumier qui est en train de décomposer, que tu as vu en début de vidéo. Et ici, il y a ma bâche pour préparer le potager. Là, comme ça, l'herbe qui est en dessous de mon allée va pouvoir lentement se décomposer. En se décomposant, elle va améliorer la qualité du sol à côté parce que le lessivage de la pluie va rapatrier les nutriments sur la zone là. Et après, sous toutes ces zones, je vais pailler. Je vais mettre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, soit un paillage à base de paille, soit un paillage à base de BRF ou copeaux de bois. On verra bien ce que j'aurai à disposition. Ici, là, sur la zone numéro 1, et bien il y a les petits pois là qui sont bien sortis. Là ils ont bien colonisé là. Là j'ai fait un semi-direct. Les petits pois je préfère les faire en semi-direct parce que sinon ça prend trop de place dans la serre et ça prend beaucoup trop de travail et de terreau. Donc je fais semi-direct et puis après voilà, j'essaie de me débarrasser des limaces quand il y en a. Mais là on peut voir qu'ils ont bien poussé. Donc là je vais les faire monter sur ce grillage. Ce sont des petits pois gourmands nains. Je préfère ces petits pois là parce que il y a beaucoup plus à manger dessus et ils sont délicieux et en plus on peut les congeler facilement. Il faut juste enlever le fil avant de les congeler et ainsi ça permet d'avoir une grosse production de nourriture. Je ne mange pas uniquement que les petits pois qu'il y a dans les cosses, je mange toute la cosse en entier. Ça permet d'éviter du gaspillage alimentaire. Ici j'ai chou frisé, chou cal. Là, ça franchement ça m'a vachement dépanné cet hiver, j'en ai mangé tout l'hiver. Là il est en train de monter en fleurs d'ailleurs, tiens. Je sais pas si on arrive à voir. Ça m'a vachement dépanné tout l'hiver. Donc je vais en replanter cette année. Ça a vraiment été un allié ultra bénéfique pour mon autonomie alimentaire. J'en ai mangé, j'en avais même tellement qu'au final je laissais pourrir sur le pied, tellement il y avait de feuilles.
Donc voilà, je laisse ça, je mange petit à petit, et puis après j'enlèverai tout et je remplacerai par une nouvelle ligne de choucals. Évidemment, je vais améliorer un peu le sol avant d'en replanter, parce que là, il a dû bien s'épuiser le sol à force de produire toutes ces feuilles. Et donc voilà, là, il y a tous mes choucals qui sont là. Franchement, si vous avez un potager et que vous voulez atteindre un peu l'autonomie, le chou cal, c'est obligatoire. Chou frisé cal, c'est vraiment obligatoire pour l'autonomie alimentaire. Ici, on a une plante perpétuelle, c'est de l'oseille, je te l'avais déjà montré. Là, elle pousse bien, je vais pouvoir en manger régulièrement. J'aime bien en mettre dans mes omelettes et pour agrémenter mes plats et mes viandes. Et c'est délicieux avec le poisson. Les grands chefs cuisiniers l'utilisent avec le poisson. Et de l'autre côté de la zone numéro 1, là, ici, on a la rhubarbe. On a mes pieds de rhubarbe qui sont ici. Normalement, ils sont censés avoir disparu cet hiver, mais vu qu'il a fait chaud, ils n'ont toujours pas disparu. Là, on peut voir que j'ai beaucoup de travail de désherbage à faire. Là, il y a beaucoup d'herbes. Ça va me prendre un sacré temps à tout désherber. Mais bon, le désherbage est un passage obligatoire quand on fait un potager en permaculture. Pour la fraiseraie, eh bien, ça se porte bien. Là, les fraisiers, ils ont vraiment un excellent soleil. Et du coup, ça va augmenter la production des fraises. Là, c'est vraiment j'ai vraiment bien fait de mettre mes fraisiers là, à l'abri du cerisier. Parce que comme ça, quand il y aura le soleil en zénith, eh bien, le sol sera protégé grâce aux feuilles du cerisier. Mais par contre là, les fraisiers ont vraiment énormément de soleil à disposition. Et je pense que j'aurai une bonne production de fraises. Et j'ai planté en association, ce n'est toujours pas sorti, mais des oignons qui sont plantés là-dessous. Donc on verra bien ce que ça va donner. Normalement, les oignons, ça va permettre d'éviter les prédateurs des fraises. Ça va permettre d'éviter les limaces. Parce que les limaces se dirigent avec l'odeur. Et donc le fait de sentir des oignons, sachant que les limaces détestent les oignons, eh bien, elles ne vont pas s'approcher des fraises. Enfin, c'est la théorie. Après, en pratique, ça ne se passe pas toujours comme ça. Là, au pied de mon cerisier, j'ai toujours la vigne qui va bientôt débourrer. D'ailleurs, le cerisier est bientôt en fleurs. On peut voir que les bourgeons commencent à arriver. Ils vont bientôt éclore, ça va être très beau. Dans la patateraie, eh bien, j'ai déjà des patates qui poussent. Alors non, je suis pas maso, j'ai pas planté mes patates beaucoup trop tôt dans la saison. C'est tout simplement des patates que j'ai oubliées. Et donc du coup, elles sont revenues. Elles ont germé, donc bon, je vais pouvoir bientôt récolter des patates de nouveau. C'est vachement tôt dans la saison, mais bon, il n'y a pas prévu de gel dans les prochains jours. Donc bon, c'est les patates qui ont décidé de sortir à ce moment-là. Je les récolterai et après je ferai ma propre plantation de petits bulbes de patates. Mais voilà, j'ai des patates en permanence. Je ferai une vidéo dessus pour expliquer comment j'ai fait pour atteindre l'autonomie à 100% en patates. Parce que franchement, les pommes de terre, j'en ai plein. J'ai mis au point une stratégie de culture avec la rotation et avec l'amélioration du sol. Et ça, je ferai une vidéo dédiée parce que c'est vraiment assez complexe et assez long à expliquer. Là, ici, j'ai ma grelinette qui est plantée au pied de ces tiges. Car je vais vous montrer comment ramasser un seau entier de légumes en mars en exclusivité sur cette chaîne. Bon, il y a un peu moins que ce que j'avais prévu. C'est les aléas du direct. Mais bon, je n'ai pas de seau, mais j'ai un gros pot. Et ici, voilà, c'est des topinambours, aussi appelés artichauts de Jérusalem. Et on peut les récolter maintenant dans la saison. Donc ça permet d'avoir une bonne production de légumes, même en mars, quoi, avant le potager d'été. Et ça revient chaque année. Il suffit de laisser un petit bulbe, voilà, un petit bulbe comme ça. Il suffit de le laisser dans la terre, de reboucher, et il y en aura un nouveau qui va repousser. Alors, les topinambours sont de la famille des tournesols, et normalement j'en récolte beaucoup plus, mais là, vu que ceux-là, je les avais plantés à l'ombre, du coup, ça a fait une petite production. Mais c'est déjà pas mal hein, pour un mois de mars, avoir tout ça de légumes, c'est plutôt rare. Hein. Surtout si on couple ça avec tous mes autres, on voit bien toutes les tiges tout le long là. Si on couple ça avec toutes mes tiges, qui sont tous des topinambours, et du coup ça permet de faire une grosse production. Ici dans la pataterie, il y a encore des patates qui sortent. Alors là j'avais récolté les patates qui étaient ici, mais j'en ai oublié on dirait. Donc du coup elles ressortent de terre. Donc bon, je vais pouvoir bientôt les récolter. Hein. Pendant qu'il y en a certains qui plantent encore leurs patates, moi j'ai en récolté. Pour le filet de la zone B, j'ai fait tout le long ici des petits pois gourmands nains. Là, on peut voir qu'il y en a pas mal qui ont disparu. Normalement, il y en a beaucoup plus. Ça, c'est un coup des limaces. Malheureusement, il faut toujours planter plus que nécessaire parce qu'il y a toujours des pertes. Et là, j'avais fait un semis, mais vu toutes les grosses pluies qu'il y a eu, ça n'a pas pris.
Là, un semis de graines tout le long de ce grillage, le long du filet de ce côté, ça n'a pas pris. Bon, ben c'est pas grave, il faudra que je refasse. Et puis ça me permet d'échelonner un peu les semis et d'avoir une production répartie dans la saison. Sur la zone C, je suis en train de travailler la terre. Donc voilà, j'enterre des déchets verts dans la terre. Là, c'est un trou qui va bientôt être plein de déchets verts. Là, ici, il y a toujours des petits pois qui poussent, petits pois nains. Là, tout le long, ça pousse. Donc sur la zone C de ce côté, là ici j'avais des patates douces que j'ai pas eu le temps de ramasser pour les manger. Donc bon, j'espère qu'elles sont encore sous terre, ça se trouve elles vont ressortir de terre. En attendant, j'ai toujours des boutures de patates douces qui attendent dans la serre qui sont en train de pousser pour pouvoir relancer la plantation ici. Mais il y a peut-être encore des bulbes de patates douces là-dessous encore à ramasser. Donc là, c'est la zone D. Et bien j'y ai mis des fèves. Les fèves c'est très intéressant parce que ça fait un apport de protéines. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est les fèves pour ma première vidéo de 2024 dans la serre où j'avais expliqué que j'avais semé des fèves dans des jardinières. C'est une technique qui fonctionne super bien, que je fais à chaque fois. Et là on peut voir que ça permet d'avoir des plants qui sont plutôt matures. Donc voilà, les fèves sont là. J'en ai planté également ici. J'ai mis du paillage avec de la paille de fumier. Et là, ici dans l'ancienne fraiseraie, j'ai planté aussi des fèves. Alors cette année, j'ai décidé de planter beaucoup plus de fèves que l'année dernière, car les fèves, c'est vraiment un allié idéal pour l'autonomie alimentaire, car ça fournit un bon apport en protéines végétales. Donc franchement, c'est vraiment obligatoire dans un potager, quoi. Et ici, c'est la future pataterie qui va être là. Donc là, j'ai bien travaillé la terre, retourné la terre sous 15 cm, rajouté du fumier de cheval. Et je vais retravailler la terre et après je vais planter des patates ici. Voilà grosso modo où j'en suis dans mon potager. Donc là la patate est ici et là le potager à légumes ici. Et on peut voir qu'il me reste encore pas mal de choses à manger. J'ai les blettes, j'ai de l'ail encore à manger. Voilà, là ici je vais pas y toucher à part les blettes parce que c'est leur dernière année ici. Il y a les choux, j'attends qu'ils pomment bien et je vais les manger. Je vais même déjà en manger d'ailleurs. Et les artichauts vont bientôt faire des artichauts, des fleurs d'artichauts qui vont être comestibles. Là ici j'ai des choux, là il faut que j'ai tout mangé d'ici avril, d'ici début avril ici il faut qu'il n'y ait plus rien parce que je vais travailler la terre avec le fumier qui est en train de décomposer derrière le prunier ici. Donc j'ai travaillé la terre avec le fumier pour pouvoir faire une zone propre pour le début du potager d'été. Alors bien évidemment j'ai prévu pour le potager d'été des pieds de tomates de plein de variétés différentes. J'ai prévu également du poivron, j'ai prévu de l'aubergine, j'ai prévu du piment doux des Landes, j'ai prévu des tomatillos, j'ai prévu du chou cale frisé, j'ai prévu également des blettes très intéressantes pour l'autonomie alimentaire. J'ai prévu tout un tas de choses. Là ça va être une très bonne année, j'ai prévu des concombres, je vais planter aussi des courgettes jaunes et des potimarrons car c'est vraiment très intéressant, on peut les stocker tout l'hiver dans le garage. Là ici il va y avoir pommes de terre et patates douces comme chaque année. Ici sur les filets, premier semis et première récolte de petits pois gourmands nains. Et après j'enchaînerai directement sur les haricots verts violets qui sont vraiment très intéressants et qui permet de les conserver très facilement. Si vous voulez voir où j'en suis dans les semis, vous pouvez voir ça dans les précédentes vidéos où on voit toute l'évolution des semis et puis pour pouvoir voir aussi comment ça va se dérouler, comment mon potager va se dérouler, et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'évolution. Je vais pouvoir rincer ma récolte de topinambour avec l'eau gratuite de mes récupérateurs d'eau de pluie. Et voici ce que j'ai ramassé vite fait dans cette vidéo. Là il y a un mélange d'aliacées avec de l'ail, du poireau, deux variétés de poireaux. Là, topinambour. Là, de la blette. J'aurais pu ramasser du chou, mais je pense que là, il y a assez. Le frigo va être bien plein. Et là, j'ai des fans d'oignons. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like. Moi, ça m'encourage à continuer dans mon travail. Et en parlant de vidéo, la prochaine vidéo, ce sera sur la serre. Voir le suivi, voir où j'en suis. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!